Donc, je suis Ronan Simoneau, je suis chargé de recherche en évaluation sensorielle et comportement des consommateurs à l'ESA. Et dans les sessions que vous allez avoir cet après-midi, la proposition qui a été faite par le comité d'organisation, c'était de pouvoir avoir à la fois un intervenant interne et de faire aussi intervenir un témoin externe. Donc, voilà, je suis l'intervenant externe, je suis chargé de recherche à l'ESA depuis une vingtaine d'années, spécialisé sur ces questions autour de l'évaluation sensorielle et du comportement des consommateurs. Et j'ai intitulé cette présentation « La foodtech au cœur de la transition alimentaire ». Et je vais vous proposer de parcourir ces deux questions. Qu'est-ce que la transition alimentaire et qu'est-ce que peut faire là-dedans la foodtech? Alors peut-être avant de commencer, il me semblait intéressant de vous dire aussi que vous êtes au sein de l'ESA, qu'il y a des laboratoires de recherche et celui dans lequel j'interviens est spécialisé sur les questions autour de l'évaluation de la qualité, des qualités, avec à la fois une expertise sur l'évaluation sensorielle, une expertise sur les caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles des produits, une expertise sur les impacts environnementaux, l'objectivation des impacts environnementaux, et puis également des compétences sur la formulation de produits. Tout ça qu'on essaie de mettre un peu en interaction pour essayer de mieux comprendre finalement la problématique de recherche qui vient essayer de comprendre la construction des différentes qualités des produits alimentaires. Sachant qu'on a deux axes de recherche, l'un qui est plutôt sur les méthodologies d'évaluation de la qualité, et puis un autre qui est sur la co-conception, accompagner des acteurs pour concevoir des produits en intégrant à la fois les questions techniques, technologiques et la performance environnementale. Et là-dedans, en fait, il nous a semblé intéressant aussi de se poser la question de l'intégration de ces acteurs de la production, mais également des consommateurs dans ces processus d'innovation. Et vous allez voir que ces différents éléments vont faire écho à certains points que je vais aborder dans cette présentation. Alors j'en arrive à la question de la transition alimentaire. Clairement, c'est déjà là, la transition alimentaire. Ça, il y a 15 ans, on n'en parlait peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est bien présent. Et j'ai voulu, alors n'étant pas moi-même spécialiste de la transition alimentaire, je suis allé regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait trouver autour de cette question-là. En fait, on peut se rendre compte que c'est un concept à périmètre un peu variable. Les définitions ne sont pas toutes les mêmes. On a la transition alimentaire qui désigne le processus qui voit une substitution croissante des calories et protéines d'origine animale par des calories d'origine végétale dans les régimes alimentaires. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la transition protéique. Mais en fait, on a aussi des gens qui abordent cette question de la transition alimentaire sur des choses un peu plus larges. Finalement, c'est le changement de comportement des consommateurs et puis, en lien avec ça, des conditions de production que l'on peut considérer comme étant la transition alimentaire. Ce qu'il y a de commun dans tout ça, c'est tout simplement c'est qu'en fait, il y a une recherche pour aller vers une alimentation qui soit plus saine, qui soit plus respectueuse de l'environnement et qui soit plus éthique. Parce que finalement, même quand on est dans la question de la transition protéique, sous-jacent, c'est bien ces questions-là qu'on vient à venir chercher. C'est de pouvoir avoir une production qui soit notamment plus respectueuse de l'environnement et qui puisse aussi être plus saine. Alors, ces questions-là, on les retrouve finalement au niveau international et national, traduites à travers ce que d'autres appellent aussi les régimes alimentaires durables. J'ai repris ici comment est-ce que la FAO s'approprie ces questions-là. En fait, ils considèrent que les régimes alimentaires durables, ce sont des régimes qui ont des faibles impacts sur l'environnement et qui du coup permettent de contribuer à la protection et au respect de la biodiversité des écosystèmes. C'est aussi donc qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On retrouve bien ici les différentes composantes plus sains et plus respectueux de l'environnement, contribuent à la sécurité alimentaire, parce que c'est bien beau de changer les pratiques, de changer l'alimentation, mais si c'est pour tuer des gens, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis que ce soit bon pour eux. Il faut que ça contribue à une vie saine pour les générations actuelles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et dans les échanges peut-être qu'on a entendus ce matin, on se pose la question pour nous, aujourd'hui, en tant que consommateurs, mais il y a aussi celle de nos enfants et de nos petits-enfants, et de se projeter à plus long terme, les pratiques que l'on met, ce qu'on met en place aujourd'hui, dans le futur, comment est-ce que cela aura impacté aussi bien les questions nutritionnelles qu'environnementales. Il faut que ces solutions et ces régimes alimentaires soient culturellement acceptables, économiquement équitables, accessibles et abordables. Là aussi, des questions qu'on a commencé à toucher du doigt, peut-être qu'on pourra les réaborder tout à l'heure avec la présentation d'Étienne Dutoit. Culturellement acceptable, c'est-à-dire que certes, on peut faire du changement, mais il va falloir l'adapter à nos différentes cultures. Et là, on va voir aussi que ça a des répercussions dans nous, les manières dont on a d'aborder ces questions-là, parce que certaines des propositions, certains des éléments qu'on va voir de la foodtech, culturellement, ne sont pas acceptables pour certaines populations, quand pour d'autres, elles le sont.
Et puis, il faut que ça puisse permettre aussi d'optimiser les ressources naturelles, ça renvoie encore à l'environnement, mais aussi humaines. Et là, on voit réapparaître la composante sociale et la composante éthique à travers ces questions. Donc finalement, la FAO, au niveau donc, des instances internationales, ces questions-là sont abordées, mais on les retrouve aussi d'une toute autre manière quand on prend les recommandations du Haut Conseil de la santé publique. On va, alors, j'ai pas pris l'ensemble de cette recommandation-là, mais on parle et ça fait écho à cette transition alimentaire, de privilégier la variété dans toutes ses formes. Et derrière, vous pouvez voir que ça parle des lieux, des modes d'approvisionnement, des origines des produits, avec derrière, alors les phrases, c'est eux qui les mettent, hein, je vous laisserai vous approprier ces choses-là, mais comme quoi la variété nous permet d'améliorer l'équilibre nutritionnel, mais aussi de limiter l'exposition aux contaminants environnementaux. On a aussi dans cette recommandation le fait de faire privilégier l'utilisation de certains types de produits. On nous encourage, et on encourage les consommateurs français, à consommer des produits bruts, des aliments de saison, des circuits courts. Là, ça fera écho à, si vous allez à la présentation des collègues tout à l'heure sur la deuxième session, les modes de production respectueux de l'environnement, avec cette question autour de la limitation des entrants. Et ça va jusqu'à, finalement, la définition des politiques de santé publique et les recommandations auprès des consommateurs. Et ça va, là aussi, on pourra avoir un débat si vous le souhaitez, c'est que ça va jusqu'à des recommandations sur certaines typologies de produits, où on nous recommande de les introduire dans notre alimentation, voire pour certaines, on nous demande de réduire cette consommation. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on se rend compte que les gens s'en saisissent. Et notamment, s'il y a un des acteurs qui s'en saisit, c'est la grande distribution. Avant d'aller regarder la question de la food tech, en fait, cette question de la transition alimentaire, la grande distribution se la saisit. On trouve les exemples chez Carrefour, avec un certain nombre d'actions qu'ils ont mis en place dans ce qu'ils appellent l'Act for Food. Mais on le retrouve aussi chez Intermarché, c'est Super U, qui là, ça prend une autre forme avec le fait d'avoir demandé soit à leurs entreprises pour Intermarché, soit à leurs fournisseurs, de revisiter l'ensemble de leurs recettes pour repasser sur certains seuils acceptables. Notamment, ce matin, Mathieu nous a présenté Yuka rapidement, j'y reviendrai tout à l'heure, le Intermarché qui a demandé que l'ensemble des produits soit au-dessus d'un certain score Yuka, de façon à ce que les consommateurs ne voient pas d'alternative, qu'on ne leur propose pas une alternative quand ils sont face à un produit Intermarché. Donc là, on est bien dans une transformation. Alors évidemment, il y a une composante là-dedans purement économique, marchande de la part de la grande distribution. Néanmoins, ça participe d'une transition alimentaire, du fait que demain, on aura des produits, et on a déjà des produits qui sont plus clean label, plus respectueux, plus sains. Alors, et là aussi, il me semblait, un peu en introduction, et ça me semblait intéressant de mettre ça, de le mettre à la discussion devant vous, c'est que tout à l'heure, dans l'échange qu'on a eu, notamment, et peut-être qu'on l'aura à nouveau avec la présentation d'Étienne Dutoit, la question du food tech, ça nous interroge ça nous bouleverse en tant que consommateur. Parce que finalement, quand vous écoutez ça, vous le regardez aussi en tant que vous, consommateur, et avec vos enfants peut-être, ou petits-enfants pour certains d'entre vous. Et finalement, c'est de se dire « Ah mais non, mais demain, je ne vais pas manger ça, moi ». Mais il faut toujours qu'on garde à l'esprit que le consommateur, c'est multiple. Il y a encore 20 ans, quand j'ai commencé mon métier et qu'on travaillait sur le comportement des consommateurs, on faisait simple, on comparait les hommes et les femmes, on comparait le nord et le sud de la France, on se disait qu'il y a des comportements assez globaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a plein de consommateurs. Il y a ceux qui vont aimer, il y a ceux qui ne vont pas aimer, qui vont accepter le concept, ceux qui le rejetteront. Mais finalement, on a de la place pour toutes ces initiatives. Il y a eu un travail qui a été proposé par le ministère, un travail réalisé à la demande du ministère de l'Agriculture, qui a amené à la production de 16 fiches proposant des comportements alimentaires des consommateurs français. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses très différentes. Certaines sont parfois un peu redondantes. Ça parle d'alimentation durable, d'alimentation santé-bien-être, de la question des communautés, des régimes spéciaux liés à des communautés, la baisse de la consommation de protéines animales, le consommateur stratège, notamment dans la recherche du rapport qualité-prix, le digital, la place du digital, on y est bien aujourd'hui, le faire soi-même, l'individualisation, la personnalisation, c'est ce que nous a parlé ce matin Mathieu Vincent, moins de gaspillage. Nostalgie, authenticité. Alors là, pas dans cette question, le food tech, tout de suite, les gens imaginent qu'on est dans des trucs qui sont totalement high-tech. Mais il y a aussi des attentes très particulières sur la tradition. Et là, peut-être qu'on n'est pas dans le food tech. Donc là, on va faire notre tri là-dedans. Et il y a des consommateurs, en plus, qui sont pluris. C'est-à-dire qu'on n'est pas un seul consommateur. Nous tous, nous sommes 5, 6 de ces consommateurs-là. Et en fonction des jours, en fonction de notre envie, eh bien, on va un coup être l'un, un coup être l'autre.
Alors une fois que j'ai dit ça, dans cette slide-là, il y avait la baisse de la consommation des protéines animales. Il me semblait intéressant dans la transition alimentaire, puisque une des principales conséquences, c'est quand même cette question en fait, de limiter la production, la consommation des protéines d'origine animale. Dans ces alternatives, on identifie déjà, il y a déjà des travaux qui sont mis en place et il y a de la diversification qui est proposée. Je trouvais intéressant cette présentation faite par Nutrikeo, qui finalement positionne la quantité de protéines animal pour le lait, le jambon et le bœuf, au regard d'autres alternatives disponibles. Et dans lequel on positionne les protéines végétales, vous trouverez les graines et oléagineux, avec ces différents exemples. On voit les légumineuses, les pois chiches, haricots verts, notamment le soja, évidemment, qu'on voit bien et qui est arrivé il y a déjà quelques années. Et puis on a les céréales avec blé, quinoa et le seitan, qui est une manière de travailler du blé et de la farine de blé pour en extraire le gluten et en faire une préparation un peu originale qui est très très riche en protéines. Et puis en face de ces protéines végétales, on a les autres sources protéines avec les microalgues, avec les insectes, et puis avec les champignons, avec des champignons qui aussi peuvent être très riches en protéines. Et donc là, quand on est face à ces différentes choses, on peut se poser maintenant la question de finalement, dans ce contexte de la transition alimentaire, quelle est la place de la food tech? On retrouve les présentations faites par Vincent ce matin. Là-dedans, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous permettre d'accompagner le consommateur dans cette transition alimentaire? Et j'ai fait le choix, alors je n'ai pas l'expérience de Mathieu-Vincent, pardon. J'ai fait le choix d'aller chercher quelques exemples qui, moi, me semblaient assez intéressants pour éclairer en quoi la food tech peut accompagner les consommateurs dans cette transition alimentaire. Il y a des applications numériques qui peuvent permettre de guider les choix des consommateurs. Alors, celle que, évidemment, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, c'est Yuka. Alors, c'est toujours intéressant aussi de regarder les paramètres qu'ils utilisent. Yuka, c'est basé sur le Nutri-Score, sur la présence d'additifs qui sont considérés comme dangereux, mais c'est aussi le fait que ce soit bio ou pas bio. On a Super U qui a lancé une application. Eux, c'est plutôt de dire, si vous êtes régime sans gluten, si vous êtes régime de ceci, 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 vous listez, vous personnalisez, puis on vous dira si ce produit-là, il est bon ou pas quand vous allez le flasher. Vous avez Buy or Not, là il y a un autre concept qui arrive, et quand on a dit que dans la transition il y a aussi aller vers du plus éthique, Buy or Not, il se positionne là-dessus, avec à la fois le Nutri-Score, mais aussi une évaluation d'un impact sociétal ou d'un impact éthique, basé sur une communauté qui, à travers des votes sur des campagnes, sur des sociétés qui sont montrées, on va le dire comme ça, je ne sais pas si j'ai le droit, mais montrées du doigt par la communauté. Attention, cette société met ça en pratique, c'est pas bien. Et du coup, vous êtes alerté que le produit que vous apprêtez à acheter, il y a des gens de la communauté qui l'ont dénoncé comme ayant des pratiques qui ne sont pas très acceptables. On a également 60 millions de consommateurs qu'on connaît à peu près tous de nom qui s'apprêtent à lancer une application. Ils sont en train aussi de construire là-dessus, sur laquelle ils annoncent qu'ils vont travailler sur les risques toxicologiques pour la santé et l'environnement. Et puis, dans un autre domaine, on a l'application C'est quoi ce produit? C'est qui le patron qui a lancé ça, où là le consommateur il peut rentrer les critères qu'utilise C'est qui le patron, l'éthique, nutrition, qualité, environnement, prix, appréciation, origine. Vous pouvez mettre vos propres critères et là encore ça va vous permettre d'identifier des produits qui sont bien par rapport à vos propres critères. Et donc là on retombe dans la personnalisation. Ce que ça m'a évoqué quand j'ai regardé ces choses-là, c'est que finalement la plupart de ces applications sont liées sur des questions de données qui sont proposées, notamment la plupart sont calculées sur le Nutri-Score et les données qui sortent d'Open Food Facts qui permettent d'évaluer la qualité nutritionnelle de ces produits-là et on vous donne un score. Il faut vraiment se poser la question, et je pense qu'il faut d'ores et déjà l'avoir en tête, c'est la question de l'objectivité et la valeur de ces données qui sont utilisées pour la construction de ces modèles. Parce que si on commence à faire de la transition, si le consommateur rentre et utilise ce genre de données pour choisir, il ne faudrait pas que dans quelques années, on puisse nous exploser tout ça parce que voilà, les gens qui ont mis ça en place manquaient d'objectivité. Alors, quand on est sur un Buy or Not, l'objectivité, elle appartient à la communauté, et ça, on l'assume. Mais comme globalement, la question de quelles sont les données qu'on utilise pour accompagner les consommateurs, elle mérite, dans le cadre du développement des outils de la food tech, d'être bien réfléchie. Une autre manière d'appréhender ces questions de la transition, c'est le coaching alimentaire. Pour accompagner, mais je pense qu'il faudra qu'on aille au-delà. Il faudrait qu'on aille au-delà. Certaines le proposent. Il y a, alors, pour ceux qui, comme moi, sont dans des systèmes de régime, on peut utiliser MyFitnessPal. Mes collègues diront que ça a marché à une époque, mais ça marche moins bien maintenant.
il y a mon coach minceur, voilà, où là vous rentrez vos critères, vous dites voilà, j'ai mangé ça, c'est bien, c'est pas bien, mangez mieux, mangez moins bien, ou mangez moins, pardon. Après, il y a ce que finalement, hop là, j'ai les deux qui apparaissent en même temps, mais il y a l'application qu'a contribué Mathieu Vincent, qui est WeCookCare, où là, on va un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on va vraiment personnaliser, on va vous faire des recommandations en fonction de ce que vous êtes. On va vous faire des recommandations de menus que vous devriez manger pour pouvoir être mieux au niveau de la santé. Ce que ça m'a évoqué, ces questions-là, et je les mets plus dans le débat, si vous voulez qu'on en discute à la fin de mon intervention, c'est la question de est-ce que ces outils permettent réellement le changement de comportement à long terme? Parce que finalement, si ces outils, c'est juste, bon, bah voilà, je fais un énième régime, moi j'en ai fait plusieurs, voilà, et ben finalement, ça ne va pas nous changer notre vie. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner dans le long terme pour que ces outils-là nous servent réellement à modifier les comportements et aller vers cette transition alimentaire. Alors on a aussi des outils numériques adaptés aux régimes spéciaux, parce que finalement, quand vous décidez dans la transition alimentaire de passer au flexitarisme, mais aussi au végétarisme et au véganisme, etc., et autres régimes particuliers, la question c'est de se retrouver, de trouver des repères là-dedans. Et il existe là des applications qui vous permettent d'identifier les restos qui vous correspondent, qui vous permettront de respecter vos propres régimes. Et puis la question aussi qui peut se poser, alors c'est pas qu'une question d'application, là finalement ça devient peut-être plus large sur des questions du numérique plus que réellement de la food tech, c'est le fait de trouver des applications ou des systèmes qui vous donnent des recettes. Parce que le jour où vous décidez de passer au végétarisme, même flexitarisme, comment est-ce que les produits, les différentes protéines que je vous ai présentées tout à l'heure, la plupart d'entre nous peut-être qui ont été éduqués sous un type d'alimentation, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces légumineuses dans notre quotidien? Ben là, je pense qu'on a besoin d'être accompagné. Les outils numériques peuvent être sans doute une solution pour nous accompagner. La transition, et notamment la transition protéique, finalement, ça nous conduit à de l'innovation. Et là, on va retrouver différents types d'innovation. On a l'innovation dans une certaine continuité, avec le fait, par exemple, quand on travaille sur la légumineuse, voilà, une start-up qui propose des pois chiches pour l'apéritif, mais aussi des légumineuses utilisées dans un format type pâte, de manière assez classique. D'un point de vue de l'industriel, il y a de l'innovation. Mais d'un point de vue du consommateur, ici, il n'y a rien de très spectaculaire. Ensuite, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on est sur ce qu'on a parlé ce matin, à savoir de l'apparence, ça ressemble à de la viande, ça a la couleur de la viande, ça a presque le goût de la viande, nous a assuré Mathieu Vincent ce matin, mais ça n'en est pas. Et donc finalement, alors là, on pourrait aussi d'un point de vue sociologique discuter de ce que ça sous-entend, hein, de dire que quand on fait de la transition vers plus de végétal, on fait en sorte que ça ressemble encore à de l'animal. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais là encore, on est encore dans une certaine continuité. Et puis arrivent, dans ces questions autour de la transition protéique, des innovations qui vont être plus disruptives, qui sont en rupture, avec notamment la question des insectes. Alors les insectes, on peut les imaginer, est-ce que vous voyez consommer ça à votre apéro? Peut-être que la plupart d'entre vous, vous avez maintenant essayé. Mais après, c'est même ne serait-ce que d'utiliser en poudre dans notre quotidien. D'utiliser de la poudre de protéines d'insectes pour agrémenter votre plat, pour faire une recette. Et puis, on a aussi la question des algues. Où là aussi, culturellement, utiliser les algues, ce n'est pas quelque chose qui semble de toute évidence pour les consommateurs que nous sommes. Alors que j'ai dans une lecture sans doute très franco-française. Et évidemment, ces questions-là n'ont pas du tout la même lecture si on les réfléchit à un niveau européen et qui plus est à un niveau mondial. Si je reste à mon niveau, à un niveau franco-français, ces questions-là, ça pose vraiment la question de l'acceptabilité des innovations par les consommateurs. Parce que c'est bien beau d'avoir des super idées, de se dire c'est super innovant, c'est hyper food tech, mais finalement, si derrière vous ne trouvez pas de consommateurs pour manger ces produits-là, ça n'aura pas servi à grand-chose. Alors c'est là où je me suis permis de revenir un peu sur nos travaux, sur ce que l'on met en place au niveau de notre équipe. C'est la nécessité finalement de collaborer avec les consommateurs pour développer ces innovations. Puis je vais partager avec vous les travaux d'une thèse qui est en train d'être terminée, de celle de Chloé Thomas, qui travaille sur le développement d'un processus d'innovation sur un produit à base de spiruline fraîche. Et donc c'est dans le cadre... avant de rentrer là-dedans, juste dire un mot là-dessus, c'est que finalement, en innovation, on est, et notamment en France, on est souvent ce qu'on appelle technologie push. Et je pense que FoodTech, c'est très ça. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle technologie, on a une nouvelle matière première, et on se dit, oh, allez, on va faire un nouveau produit. Bon, il n'y a personne qui va l'acheter parce que c'est un peu trop décalé, mais en tout cas, j'ai fait un nouveau produit. Et puis, il y a celle qui est de dire, on est market pool, on a réellement une demande des consommateurs, on a des attentes, et on va essayer de développer ce produit pour répondre à cette attente.
En fait, on sait qu'il y a 80% des produits qui sont développés qui ne sont pas mis sur le marché. Vous imaginez l'effort de R&D qui est mis en œuvre pour finalement pas grand-chose, puisque la plupart ne vont pas finir dans nos grandes surfaces. Et encore là-dessus, je ne parle pas du taux d'échec une fois qu'on est en grande surface. Et sachant qu'en France, on dit qu'il y a 20% des entreprises qui font du market pool, seulement 20%. Et donc finalement, et je pense que dans le cadre de la food tech, là, il y a sans doute quelque chose à aller chercher là-dedans, c'est d'essayer de rapprocher certes des innovations de rupture, mais même de l'innovation d'ordre général, et de le rapprocher du consommateur pour être finalement plus efficient dans la performance de l'innovation qu'on va créer. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait un travail avec Chloé Thomas sur la génération d'un processus d'innovation de produits alimentaires, alors qu'on a osé pompeusement dire triplement performant, performant du point de vue de l'entreprise, performant du point de vue du consommateur, parce que ce qui d'ailleurs est un peu redondant, parce qu'il faut que ce soit performant du point de vue du consommateur pour que ce le soit aussi pour l'entreprise. Et aujourd'hui, dans le cadre de la transition alimentaire, ça nous semble important qu'il soit aussi performant d'un point de vue environnemental. Pour faire ça, on est parti d'un schéma classique, assez classique d'innovation qui parle de l'idéation, la conceptualisation, le développement, la validation et le lancement. Et donc ça, on l'a mis dans le cadre d'un projet financé par la région Bretagne et avec le soutien de Valorial, dans le cadre d'un partenariat avec la société Globe Explore qui est en Finistère. Et donc l'objectif, c'était de réussir à développer des produits à base de spiruline fraîche. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Au départ, ce n'est pas très très bon. C'est-à-dire que vous avez un truc qui a des goûts très forts, une couleur verte très intense qui marque énormément. Et donc la question se pose, comment valoriser ce produit-là? On est bien dans un produit qui est disruptif, un produit qui est très technologique push, parce qu'on a un produit innovant, mais finalement, si vous le balancez comme ça sur le marché, il ne risque pas de passer. Donc on a développé avec Chloé une méthodologie qui finalement nous permet d'intégrer à chaque fois dans le processus d'innovation le consommateur, l'entreprise, mais également tout en lui laissant, en les sensibilisant, en testant les questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, lancer des produits qui, d'un point de vue environnemental, sont pas bons, ça va poser des problèmes demain. Donc, de ce fait-là, c'est important, dans l'ensemble du processus, d'intégrer des critères environnementaux. Donc, on l'a à chaque fois, c'est-à-dire que quand on est passé des grandes idées, ensuite, quand on est passé dans les concepts, on a à la fois interrogé les consommateurs sur la perception des concepts, sur la perception de la matière première, de cette spiruline fraîche, et également sur la perception des impacts environnementaux. On a intégré les attentes de l'entreprise, les craintes de l'entreprise, les freins de l'entreprise, mais aussi les moteurs. Et ensuite, on est passé dans une phase de développement, où là, on est dans des systèmes itératifs. On a vu 3 ou 4 fois les consommateurs, dans lesquels le service R&D proposait des produits. À chaque fois, on a fait des ACV, analyse de cycle de vie, pour évaluer la performance, les différentes alternatives, leur performance environnementale, et qu'on testait dans le cadre d'approches qualitatives. Pour ensuite, une fois qu'on a validé, on est en train de faire finalement un entonnoir qu'on est en train de réduire, faire des tests consommateurs qui soient quantitatifs pour réellement à la fin se dire est-ce qu'il y a réellement un potentiel derrière ce produit-là, pour finalement lancer le produit avec une phase d'industrialisation. Alors j'ai mis ici la comparaison avec l'ACV avec l'univers produit parce que finalement, de la même manière qu'aujourd'hui les Nutri-Score nous amènent à comparer les produits en termes de performance nutritionnelle, demain on risque d'avoir des comparaisons aussi d'un point de vue environnemental. Et donc dans des univers donnés, ça peut parfois être intéressant de pouvoir démontrer que le produit que vous avez généré est en effet plus performant que celui de vos compétiteurs. Si tant est qu'il y en ait, notamment dans le produit qui est actuellement discuté, il n'y en a pas. Et puis arrive le lancement où là, on va avoir du retour des consommateurs et puis on va pouvoir aussi tester est-ce que tout ça a été performant ou pas. Dans le cadre de la thèse de Chloé, on a surtout focalisé sur ces 3 dimensions. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue, c'est que les attentes nutritionnelles et éthiques étaient bien présentes. Quand vous travaillez avec de la spiruline fraîche, la question, elle est bien présente. On est sur des produits qui ont une valeur nutritionnelle intéressante et on a fait en sorte de la préserver tout au long du processus. Et la question éthique, elle a été abordée à travers des questions plutôt sociales dans l'entreprise, dans le développement de la stratégie au sein de l'entreprise. Ça nous a amené à un produit qui a été validé. Alors, on a un concept qui est abouti. Alors, c'est un guacamole de spiruline fraîche. Et il y a plusieurs produits. Alors là, je vous parle des concepts. C'est le seul que j'ai le droit de vous montrer, c'est celui-là, parce qu'il a eu un prix au cadre du seafood. Alors, ce n'est pas parce qu'il a un prix qu'il va gagner, qu'il va demain être une vraie tuerie quand on sera en grande surface. Hein. Là, ce sont des professionnels qui ont dit que ce produit-là est intéressant.
Il nous reste quand même la dernière étape, c'est de le lancer et de voir si ça va fonctionner. Aujourd'hui, on pense avoir un produit, le processus nous donne l'importance et nous a montré que les consommateurs, sans doute, sont intéressés par ça. Le vrai test, en fait, c'est le jour où ils se retrouvent en grande surface et qu'on voit s'il y a des gens qui l'achètent. En résumé, si j'essaie de clore ma présentation, pour moi, je pense que dans les outils de la food tech, dans certains que Mathieu Vincent nous a présentés, certains que je vous ai présentés là, il y a réellement un moyen d'accompagner cette transition alimentaire. Elle est là, cette transition alimentaire. On ne peut pas la nier. Il va falloir qu'on bouge et il faut qu'on bouge. Et donc, ces outils de la food tech sont parmi les outils qui peuvent nous permettre de faire cette transition alimentaire. Je reste quand même, et même ce matin, on aurait pu poser la question à Guillaume de chez Terrena, la question des données qui sont utilisées. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que quand on commence à aller fouiller, vous avez vu, on a parlé de L214, mais que les gens, dès qu'un journaliste va aller fouiller, s'ils se rendent compte que les données qu'on utilise ne sont pas fiables, si les données ne sont pas très objectives, ça va nous péter à la gueule, ce truc-là. Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour que la donnée utilisée dans le cadre de ces modèles ait vraiment du sens et qu'elle puisse être utilisée et que le consommateur ait confiance. Parce que développer tout ça sans confiance, pour moi, c'est mort. Et je reste persuadé, alors parfois, alors moi je suis pas un habitué des startups, peut-être qu'Étienne pourra nous dire ça après, c'est que dans ce qu'on nous a présenté ce matin, j'ai parfois l'impression qu'on balance des idées, on a des gens qui on récupère de l'argent pour essayer de les faire pousser, puis certaines se retombent, d'autres montent. Je ne sais pas comment c'est géré avec la relation au consommateur. Et je pense qu'il y aurait pas mal d'idées qui mériteraient sans doute d'être un peu plus poussées, pour peu qu'on ait intégré un peu plus le consommateur, pour se rendre compte qu'il y a en effet certains marchés, peut-être des niches qui seront sensibles à ça et qui pourraient accepter et permettre de mieux pousser ces innovations-là. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, ou peut-être des remarques plus que des questions, je suis à votre disposition. Alors ça peut être des commentaires, hein, parce que là, je ne suis pas sûr d'avoir des réponses. Je ne sais pas si on a un passage de micro. Il y a Diane. Merci Diane. Merci. Bonjour, je suis Tania Rougier, je représente le pôle VG Police Vallée. J'ai une question plus sur le mode de consommation, distribution. Vous disiez en introduction de votre intervention que le consommateur aujourd'hui est multiple et diversifié au sein même d'une même personne. Et pour autant, dans l'exemple de développement de produits que vous présentez, le challenge test, c'est de l'achat en grande surface, qu'elle soit spécialisée ou pas. Et pour autant, la grande surface répond à pour moi, est symptomatique d'une consommation de masse telle qu'on l'a pensé il y a encore quelques années. Et peut-être que c'est plus adapté aujourd'hui à ce type de consommation. D'où ma question, est-ce que c'est bien la grande surface qui aujourd'hui est le meilleur indicateur pour dire que ce produit-là, il est viable ou pas? Je pense que clairement, ça renvoie à la question des cibles de consommation et aussi au changement de paradigme pour les entreprises. En fait, pourquoi est-ce qu'on est allé interroger cette cible-là? Parce que l'entreprise avec laquelle on travaille a l'habitude de ce marché-là, donc n'envisage pas d'aller tester son innovation dans un autre marché que celui sur lequel elle sait qu'elle peut rentrer, qu'elle a les clés pour rentrer, etc. Et c'est là où on a, dans la fin de la discussion ce matin, il y a le fait que il a laissé entendre qu'on est sur des mondes qui sont finalement parallèles et qui ont du mal à faire des connexions entre les deux. L'univers autour des startups de la food tech, il y a en effet des circuits de distribution spécifiques qui amènent à des consommations spécifiques. Nous, de fait, l'entreprise ayant quelque part mis, elle, ses propres contraintes au départ, elle n'a pas ouvert la porte à aller étudier d'autres systèmes de distribution. Je vais quand même mettre un bémol là-dessus, et notamment pour avoir déjà travaillé avec cette entreprise. On a déjà eu le cas, avec cette entreprise, sur une innovation totalement pareille, de rupture, d'une situation où on a fait des tables rondes comme on le met souvent en œuvre dans ce genre d'études, et ils ont pris une grosse claque. Le produit a été rejeté par les consommateurs, mais lors des tables rondes, on a continué à travailler avec les consommateurs, mais du coup, vous iriez plus tôt. Et finalement, on a réussi à trouver d'autres types de circuits de distribution dans lesquels les consommateurs se projetaient. Et finalement, l'entreprise est rentrée dans cette porte-là et le produit existe toujours. Ça doit faire quoi, 10 ans qu'on a dû travailler là-dessus. Le produit existe toujours dans des circuits parallèles qui sont beaucoup moins... C'est de la niche, mais ils l'ont trouvé. C'est vraiment une question, je pense, de positionnement de l'entreprise au départ, de se dire quel marché je suis capable d'aller démarcher.
Alors je pense que quand on est sur des approches type start-up, la question, ils l'appréhendent de manière totalement différente. Ils ne se disent pas je vais aller taper chez Carrefour, Intermarché et autres en leur disant je vais mettre ce produit-là. Le problème, il est travaillé différemment. Mais la question de la typologie des consommateurs, de la cible d'entrée est importante. Ouais. Du coup, à entendre ce que vous dites, je pense que l'innovation produit aujourd'hui, elle doit se faire non seulement dans le produit, mais dans la distribution. Et donc, dans en fait, toute la chaîne, y compris dans la recherche de matières premières, là où nous, on va travailler beaucoup, mais aussi dans l'aval du produit lui-même. Merci. En transition de rupture dont vous avez parlé, ne figure pas halal, le vegan, le sans résidus, l'HQE, l'équitable. Enfin, vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais que vous en disiez un petit peu plus. Clairement, ce n'est pas de l'innovation de rupture. Pour moi, ce n'est pas de la rupture au sens innovation. Pour moi, la rupture d'innovation, c'est réellement quand on arrive dans un univers qui n'est pas connu. Ici, pour moi, est-ce qu'on peut parler de l'innovation? Ce sont des modes de consommation différents, avec des circuits particuliers, mais ce n'est pas de l'innovation de rupture. Donc, de fait, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Alors, j'imagine, et là encore, en témoignant, en confessant de ma moindre connaissance de ce milieu-là, que là encore, de la même manière, je vous ai montré sur le vegan qu'on peut trouver des applications qui vous identifient, que vous pouvez aller chercher à tel endroit des produits. Je pense que sur des produits communautaires, ça doit exister également, des gens qui sont spécialisés pour vous dire ces produits-là sont à tel endroit. La question autour des produits, alors finalement ça va au-delà de la question du food tech. Les produits sous label, notamment les labels qualité environnementaux et autres, c'est une autre question, c'est une autre communication. Le food tech peut aussi se saisir de ces choses-là. Moi, je n'ai pas identifié. Aujourd'hui, les questions sur l'impact environnemental posent quand même beaucoup de questions de manière globale, avant même d'aller sur une question de food tech. Aujourd'hui, on a le Nutri-Score sur la partie nutritionnelle qui a permis d'objectiver sur les données glucides, protides et autres, de donner une valeur de performance nutritionnelle. Donc les gens ont une référence. Sur la partie environnementale, les données ne sont pas encore stabilisées pour être capable de le faire sur tous les univers produits pour que finalement on puisse le mettre devant le consommateur. Donc ça, pour l'instant, c'est encore des choses qui sont en train d'être travaillées, qui sans doute dans 5-10 ans seront peut-être à maturité et seront réellement sur les produits.